Salut, bienvenue sur Mediapart. Les enseignants font grève en Seine-Saint-Denis depuis un mois pour un plan d'urgence et contre les groupes de niveau annoncés au collège. Pendant ce temps, il n'a jamais été question autant de séparatisme scolaire et des inégalités à l'école. Le système scolaire qui devient pour beaucoup une machine à trier de plus en plus implacable. Comment soigner l'école, si c'est encore possible? Assurer plus de mixité sociale? L'école privée donne-t-elle vraiment plus de chance à certains élèves ou accroît-elle aussi les inégalités? Vous regardez À l'air libre, c'est l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. En ce début d'année 2024, deux événements apparaissent comme des symptômes des inégalités qui rongent l'école. Le premier, c'est le scandale autour de l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, une affaire révélée par Mediapart où l'on a appris que la ministre avait menti sur les raisons qui l'ont poussée à mettre ses enfants dans le privé. Une école privée qui n'est pas n'importe laquelle, Stanislas à Paris, une des plus huppées, l'incarnation de l'entre-soi des élites, mais aussi une école catholique avec des classes non mixtes à l'univers sexiste, homophobe et autoritaire. Et puis, loin, très loin de ce monde-là, il y a en ce moment un mouvement social massif. Cette mobilisation, c'est celle des enseignants du public de Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France métropolitaine, qui font grève et manifestent depuis plus de 3 semaines pour plus de moyens, pour l'égalité des chances pour leurs élèves, contre les classes de niveau au collège proposées par le gouvernement. Mathilde Goannec, salut. Salut. Tu es responsable du pôle société de Mediapart, tu couvres les sujets liés à l'éducation. Aujourd'hui, Mathilde, 2 des actrices de cette grève sont sur notre plateau. Oui, il y a Louise Paternoster qui est co-responsable de la CGT éducation dans le 93. Bonjour. Bonjour. Et puis Ilem Panella qui est parent d'élève à Romainville au collège Gustave Courbet, élu à la FCPE et qui aussi participe à cette mobilisation. Bonjour. Bonjour. Et pour discuter avec vous, 2 très bons connaisseurs du système scolaire qui publient, et c'est révélateur, 2 livres au titre finalement assez proche. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ONG One qui lutte contre la pauvreté. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017 et vous publiez Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme, coécrit avec François Dubé. C'est en ce moment, ça vient de sortir aux éditions du Seuil. Youssef Souidi, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS à Paris Dauphine PSL. Votre livre, il s'appelle Vers la sécession scolaire, mécanique de la ségrégation scolaire au collège. Ça sort chez Fayard dans quelques jours, le 10 avril. Mathilde, peut-être on va parler maintenant de la mobilisation. Louise Paternoster, Ilem Panella, vous êtes une enseignante, une parent d'élèves. Ça nous semblait important parce que depuis un mois, c'est un large mouvement social en Seine-Saint-Denis, à l'école, au collège, dans les lycées. Pourquoi ça dure ? Donc aujourd'hui, on en est à la 4e semaine d'un mouvement qui est historique dans notre département. Le départ de feu, il a eu lieu le 26 février, ce qui n'est pas n'importe quelle date puisque c'est le jour de la rentrée. Et donc, le jour de la rentrée, les établissements, écoles, collèges et lycées ont été massivement mobilisés et depuis, la mobilisation s'amplifie. Donc, on a obtenu par la force de la mobilisation une audience au ministère. Malheureusement, rien n'a été mis sur la table. Nous, on voit un ministère qui essaye d'endormir une mobilisation et une colère légitime qui est soutenue par une large partie de l'opinion aujourd'hui. Et voilà, quand on brasse de l'air, il faut savoir que ça attise le feu. Donc nous, on n'en est plus à l'étape du feu, on est à l'étape de l'incendie. Aujourd'hui, on va demander des comptes à Matignon, puisqu'on ne sait plus très bien qui est notre ministre actuellement. Et donc, la mobilisation est très forte. On est encore sur une journée de grève majoritaire, et donc on est très satisfait. Et le message, c'est qu'on ira jusqu'au bout. Pour vous donner un exemple des raisons de la mobilisation, 2 choses. La première, c'est le lycée de secteur dans lequel vont mes élèves, parce que moi je suis enseignante en grande section de maternelle. Et l'année dernière, pendant 1 an, les élèves ont été privés de cours de physique-chimie. Les élèves de première et terminale qui ont le bac à la fin de l'année. Deuxième exemple, mes collègues en maternelle à Noisy-le-Grand, la semaine dernière, ils ont accueilli jusqu'à 45 élèves en petite, moyenne et grande section. La raison, c'est les non-remplacements, 3 de collègues absents pas remplacés. Et ça, c'est pas un fait isolé, puisqu'on perd en moyenne 1 an de scolarité entre la maternelle et le lycée. C'est inacceptable. Vous demandez un plan d'urgence pour le 93 de 358 millions d'euros par année. Vous considérez que c'est une exception, le 93, la Seine-Saint-Denis à ce titre, ou est-ce que c'est finalement un miroir un peu grossissant de problèmes? Vous parlez des absences non remplacées qui vont au-delà du département. C'est un miroir grossissant, mais c'est aussi un laboratoire. Nous, on dit que la scolarité, c'est comme un marathon. Mais force est de constater que dans le 93, nos élèves prennent le départ avec des kilomètres de retard à cause des difficultés sociales, des difficultés familiales, et qu'en plus de ça, ils partent avec des semelles de plomb, parce que l'école, au lieu de corriger le tir sur les égalités, les accroît.
Donc nous, ce qu'on voit, c'est que nos élèves, ils sont privés d'un an de cours en raison des non-remplacements, ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'enseignants, hein. Le calcul, il est simple, mais que la moyenne nationale du remplacement, elle est de 78%. Donc on voit bien que ce qui se passe ici ne se passe pas ailleurs. Oui, pardon, Hélène Panella, du coup, vous êtes aussi dans cette lutte et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que les parents se sont pas mal impliqués finalement dans la mobilisation. Je rejoins tout à fait Louise. Nous, à Romainville, Romainville, je dirais, je vais parler aussi des communes voisines. On a Romainville, Bagnolet, Montreuil, Noisy-le-Sec, Les Lilas, le Pré Saint-Gervais, j'espère que j'en ai oublié aucun. On est tous mobilisés contre cette réforme et aussi pour le plan d'urgence 93. Aujourd'hui, on constate en fait de graves problèmes de remplacement dans tous les collèges et les lycées, notamment à Courbet. Juste un exemple, à la rentrée scolaire, on a un professeur de français qui a été absent pendant à peu près 2 mois. C'est une absence qui avait été programmée 1 an avant. Comment se fait-il qu'à la rentrée scolaire, on n'a pas eu de professeur actuellement, depuis décembre, donc ça fait un trimestre, que nous avons un professeur de français qui n'est pas remplacé. Il y a 3 semaines, j'étais allée à Courbet, c'était les parents donc, qui bloquaient l'entrée du collège en relais des enseignants qui avaient fait grève la veille ou l'avant-veille. Est-ce que vous vous êtes dit, quand vous avez commencé à scolariser votre enfant à Romainville, en tout cas au collège, vous vous êtes dit, bon, bah, je vais devoir faire ça en fait, je vais bloquer la porte du collège de mon enfant? Mais absolument pas. Je suis complètement sidérée de cette situation. Enfin, sidéré, on se sent méprisé. Enfin voilà, il faut toujours lutter en fait dans l'éducation nationale. C'est ce qui est difficile. On demande à rien d'autre à ce que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, en toute sérénité, que les professeurs puissent faire leur travail avec des moyens matériels, des moyens financiers et en toute sérénité. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas la lune. Et c'est une mobilisation alors aussi qui concerne, c'est pas nouveau comme discussion, mais aussi tout simplement l'état des locaux. On a vu des enseignants et des parents d'élèves se mobiliser, y compris sur les réseaux sociaux. Exemple, cette vidéo récente sur TikTok faite au lycée Blaise Cendrars à Sevran. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que ça fait 1 an que l'ascenseur ne marche plus. Sympa. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'ai été enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois à leur année du bac. Je suis élève à Blaise Cendrars, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, j'ai pas de plafond au-dessus de moi. Je suis élève à Blaise Cendrars. On me demande tout ce qui reste de l'extincteur. C'est ça. Je suis élève à Blaise Cendrars dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de rideaux et qu'on les fait nous-mêmes. On est à Blaise Cendrars, évidemment qu'on a un seau pour les fuites parce qu'on n'a plus de plafond. Je suis professeur au lycée Blaise Cendrars, bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Louise Paternoster, je vous ai vu réagir pendant cette vidéo. Il faut signaler que les enseignants en question, ils ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre, d'une sanction administrative. Dites-nous précisément. Tout à fait, des formes d'intimidation, puisqu'ils ont été convoqués dans leur établissement avec un représentant de la direction académique. Là-dessus, Madame Belloubet a dit que l'administration n'y était pour rien, Madame la ministre. Pour autant, pour nous, c'est exceptionnel de voir un représentant de la direction académique et c'est une situation hors norme. On a obtenu par la mobilisation l'absence de toute sanction disciplinaire, donc c'est plutôt positif. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça dérange et ce que ça veut dire aussi, c'est que le gouvernement est fébrile. Et on tient à féliciter la mobilisation exceptionnelle des lycéens et en particulier des lycéennes de Cendrars qui seront tout à l'heure dans la rue à Matignon. Et qui mettent en avant le problème du bâti, qui n'est pas un problème isolé, c'est pas seulement Cendrars. Mon école, je prends un exemple. Nous, on a actuellement de l'eau qui coule, des faux plafonds qui se sont effondrés dans le dortoir et une eau souillée, ce qui fait que nos élèves de 3 ans se retrouvent dans des conditions inacceptables pour s'endormir, sachant qu'on a en plus des élèves asthmatiques. Moi, mon école, elle a 10 ans seulement, mais elle est pleine de malfaçons et elle a été construite avec des matériaux de piètre qualité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des rats qui creusent des trous dans les murs et qui s'introduisent dans nos locaux. Nos élèves, ils ont entre 2 ans et demi et 6 ans. Voilà. Et ça, c'est pas d'effet isolé, puisqu'il y a 30% des écoles où il y a des nuisibles, donc rongeurs,
souris, rats, mais aussi cafards et punaises. Selon un décompte que les organisations syndicales ont fait. Tout à fait. Donc voilà, en plus, nous, nos élèves, de subir prochainement le choc des savoirs. On a le choc des gravats parce qu'il y a les plafonds qui nous tombent sur la tête. On a le choc thermique parce que quand il fait trop chaud, on peut avoir des classes à 40 degrés. Moi, il y a 3 semaines, il y a un collègue qui m'a envoyé la photo de son thermomètre, 11 degrés dans sa classe. Voilà, puis on a aussi le choc olfactif parce que voilà, on a des problèmes d'humidité. On sait que c'est source d'asthme précoce. Il y a 30 000 élèves asthmatiques dont l'incidence est directement issue des problèmes d'aération et des problèmes d'humidité et de colle dans les meubles. Voilà. Najat Vallaud-Belkacem, quel regard vous portez sur ce mouvement social qui dure depuis un mois? C'est pas fréquent des mouvements sociaux dans l'éducation nationale qui durent un mois. Enfin, je ne sais pas si vous en aviez connu d'ailleurs en tant que ministre. Non, à l'époque non, mais le regard que je porte dessus, enfin moi honnêtement je suis assez atterrée. Je trouve ça très positif qu'il y ait une mobilisation à ce point, et des enseignants et des élèves et évidemment des parents. Ces vidéos qu'on vient de repasser, celles de Blaise Cendrars, elles correspondent à une réalité. Il se trouve que hier encore j'étais avec les lycéens du lycée Paul-Éluard à Saint-Denis et honnêtement ça racontait des choses un peu équivalentes sur les fuites dans les faux plafonds, etc. Donc c'est quand même... Enfin voilà, c'est marquant. Donc on a un sujet de bâti. Peut-être qu'il faut préciser quand même que ça relève des collectivités locales aussi, parce que les régions, en l'occurrence, ont la compétence. Ici, la région Île-de-France. Qui parle de manipulation politique, le vice-président de la région Île-de-France, de Valérie Pécresse, pour cette vidéo en particulier, dit c'est une manipulation politique. Oui, mais enfin, à un moment donné, la réalité s'impose d'une certaine façon. Et donc, du coup, il faut... C'est ça le sujet de notre décentralisation quand on a décidé à un moment donné de confier la compétence des écoles aux communes, des collèges aux départements et des lycées aux régions. Il faut quand même à un moment donné s'interroger sur l'état d'inégalité territoriale que ça a fini par créer. Parce que moi ce que je constate, et je suis aussi en Auvergne-Rhône-Alpes et je vois que c'est un peu la même chose avec un autre président de région, Laurent Wauquiez, ce que je constate quand même c'est qu'on n'a pas tout à fait la même considération dans ces collectivités-là à l'égard des territoires les plus en difficulté et des lycées qui y sont, en l'occurrence, et à l'égard des territoires plus favorisés. Par exemple, ce sont là deux régions... Des quartiers de Je vais vous donner un exemple. Ce sont 2 régions dont je constate qu'elles ont fait énormément d'efforts ces dernières années pour soutenir l'enseignement privé. Mais ce sont des millions et des millions qui sont déversés pour soutenir davantage l'enseignement privé qu'ils n'en avaient réellement besoin. Avec des surdotations et parfois. En parallèle, avec des surdotations, en plus de ce que verse évidemment l'État, puisque vous savez que l'enseignement privé est soutenu par l'État, qui paye les professeurs, mais les collectivités peuvent abonder, apporter davantage. Eh bien, on est dans 2 collectivités, ces 2 régions, qui font énormément pour cet enseignement privé. Donc un choix politique. C'est un choix politique. Et comme l'argent, c'est pas de l'argent magique, que quand vous l'avez dépensé à une chose, vous l'avez plus pour le reste, et bien en parallèle, vous avez des situations comme celle-là qui s'enquistent et qui s'aggravent. Et ça me fait penser, si vous me permettez, il y a quelques années, à ce qui se passait dans la ville de Marseille. On n'est plus sur la question des lycées, mais rappelez-vous, là pour le coup, j'étais ministre et j'étais vraiment montée au créneau face au refus de celui qui était maire de Marseille à l'époque. Jean-Claude Gaudin, de s'occuper de l'entretien des écoles marseillaises. On avait mis à jour, mais vraiment un système de fou, où il y avait là pour le coup une vraie ségrégation, un vrai séparatisme, avec des écoles mais qui tombaient en ruine. Les histoires de rats, de fuites d'eau, etc., on les voyait. Et ça faisait des années que ça durait et que la municipalité refusait d'en faire une priorité d'intervenir. Donc, ce que je pense, c'est que, 1, il faut poser la question des collectivités, et 2, il faut aussi rappeler que l'État, derrière, il doit, lui, faire pression sur ces collectivités en disant attention, le service public n'est plus assuré. Je veux dire, le ministère de l'Éducation nationale, il a quand même, à un moment donné, à être le garant de ce service public uniforme et de cette qualité de l'éducation qui, clairement, aujourd'hui, n'est pas remplie. Vous venez de le dire, Rhône-Alpes, Marseille, on peut aussi penser à certaines écoles ou établissements en zone rurale qui ne sont pas toujours très bien lotis non plus. Est-ce que vous considérez, Youssef Souidi, quand même qu'il y a une exception Seine-Saint-Denis en la matière, en matière oui, voilà, si vous, comme le titre de votre ouvrage, c'est la sécession, est-ce qu'il y a une spécificité de ce département de ce point de vue-là ? Sur les 2 questions
questions qu'on a abordées, le bâti et l'attractivité, vous parliez de miroir grossissant, je crois tout à l'heure, effectivement, c'est ce qu'on observe, puisque la Seine-Saint-Denis, par exemple, a connu une explosion démographique au cours des dernières décennies, et donc le département a investi, par exemple, au niveau des collèges, pour construire énormément de collèges, mais comme vous le disiez, les fonds sont limités à un moment. Et donc, c'est un département qui fait à la fois face à des difficultés sociales importantes, et qui a cette charge que d'autres départements n'ont pas, parce qu'ils ont une stabilité démographique ou une baisse démographique. Et il y a aussi la question de l'attractivité du métier d'enseignant, parce que vous parliez des non-remplacements, mais en fait, de manière plus générale, les concours ne font pas le plein. Je regardais les chiffres pour l'année 2023 au niveau des professeurs des écoles. Dans l'académie de Créteil, dont fait partie la Seine-Saint-Denis, il y avait 1200 postes ouverts, mais seulement 800 candidats qui se sont présentés au concours. Donc même si tout le monde était admis, et tout le monde n'est pas admis, on ne remplirait pas les postes de professeurs, et donc on se retrouve avec des taux de contractuels plus importants que dans d'autres. J'ai une question à vous poser, pardon, sur ce sujet, si je peux me permettre. Parce que quand j'étais ministre, j'avais créé ce concours supplémentaire pour la Seine-Saint-Denis, ce concours exceptionnel qui permettait de venir en quelque sorte abonder avec des candidats d'autres territoires de France pour essayer de trouver davantage de candidats pour la Seine-Saint-Denis. Est-ce que ça existe toujours ? Oui, Paternoster, est-ce que les réformes de Najat Vallaud-Belkacem continuent aujourd'hui ? Si ça se trouve, c'est pas reconduit, je ne sais pas. Le deuxième concours est toujours en place, mais en effet, depuis 2 ans, on a perdu 1326 candidats, faute de candidats suffisants, et on a 3 fois moins de stagiaires qu'en 2005. Okay, alors qu'on a une hausse démographique que vous mentionniez. Ouais. Exactement. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est que, en fait, à force de sous-financement, on a un service public qui se dégrade, qui est de moins en moins attractif, qui se détériore. Après, on dit qu'il fonctionne plus. C'est un peu la logique et la feuille de route néolibérale. Et d'ailleurs, nous, on connaît bien l'éducation, puisque depuis les années 90, il y a eu un décrochage par rapport à la production de richesse. On a perdu 25 milliards pour l'éducation. Si on avait le même niveau d'indicateur, on serait à 25 milliards supplémentaires. Autant vous dire des écoles de très bonne qualité, etc. Donc là, on voit un sous-financement chronique qui s'est mis en place d'ailleurs pour l'hôpital, avec un gouvernement qui a organisé le naufrage publics, il y a des grèves des de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est en train d'organiser le naufrage de l'école. Et nous, on est en première ligne du 93. Donc notre mobilisation, elle est hautement symbolique. Et on espère avoir un soutien large et que ça puisse entraîner aussi l'ensemble des collègues sur le territoire français. Donc on a parlé de remplacement, on a parlé de l'attractivité, on a parlé de la vétusté des locaux, mais il y a aussi un autre aspect très important dans cette mobilisation, c'est votre réaction en Seine-Saint-Denis, mais dans d'autres endroits aussi, à ce choc des savoirs, entre guillemets, annoncé par Gabriel Attal. Une annonce principale, l'introduction de groupes de niveau en français et en maths au collège, pour les 6e et les 5e dès la rentrée 2024 de septembre. 4e et 3e, ce sera en 2025. Voilà ce qu'en disait Gabriel Attal il y a quelques semaines lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Le choc des savoirs, c'est assumer que tout le monde ne progresse pas au même rythme, que tout le monde n'a pas les mêmes facilités ou les mêmes difficultés. La décision du redoublement sera désormais à la main de l'équipe pédagogique et les groupes de niveau commenceront à se mettre en place dès cette année dans nos collèges. Parce qu'une école du passage automatique où l'on glisse de classe en classe sans vérifier si on a le niveau pour passer dans la classe supérieure, c'est une école où tout le monde stagne, où le niveau baisse. Nous assumons de porter une école des savoirs, de l'exigence, de l'excellence, où chacun apprend à son rythme. Idem Panella, Gabriel Attal nous dit les groupes de niveau, c'est une façon de porter de l'attention finalement aux élèves les plus en difficulté. Quel rôle ça joue, cette question des groupes de niveau, dans votre mobilisation ? Alors ça n'a pas du tout pour vocation d'aider les élèves en difficulté. Ça a tendance à diviser les élèves au sein d'une classe. Ça a tendance à rendre encore peut-être beaucoup plus faible un élève qui a des difficultés. Quand il vous dit ça, vous, en tant que parent d'élève, vous vous dites, en fait, tu me racontes une autre histoire, là. Oui, voire même rendre même encore beaucoup plus faible un enfant qui a juste des difficultés. Parce que le mot faible, j'aime pas trop ce terme, parce que on peut être faible, on peut avoir des lacunes sur telle compétence et être très bon dans telle compétence au sein d'une même matière. Ça va trier encore plus. Au sein d'une même matière. Et vous n'êtes pas sensible, parce que Gabriel Attal, quand il fait ça, il s'adresse surtout aux parents, de ce qu'on comprend, en disant les parents s'inquiètent de la baisse du niveau des enfants. Mais pas du tout, en fait. Alors déjà, en tant que maman, il est hors de question que le gouvernement s'initie en fait dans le parcours de mon enfant.
Donc, et puis nos enfants sont capables eux-mêmes de décider aussi de leur avenir. En fait, en faisant, ce que je veux dire par là, c'est que en faisant ces groupes de niveau, à partir du CM2, et ben en fait, on met déjà en fait les enfants dans une trajectoire, dans un parcours scolaire et parcours professionnel. Donc en fait, adieu les rêves. Enfin, je suis sidérée en fait. Il est hors de question qu'on s'attaque à cela, quoi. Enfin. Ouais. Najat Vallaud-Belkacem, vous, dans votre livre, vous dites que les groupes de niveau, c'est le tonneau des Danaïdes, en fait. Pour lutter contre la ségrégation sociale, on va créer de la ségrégation scolaire. Oui, enfin, c'est en abordant un sujet... Quand je dis ça, c'est parce que je parle de ces établissements scolaires qui, voulant bien faire pour préserver un peu de mixité sociale en leur sein, en viennent à créer de la ségrégation scolaire avec des classes réservées, disons, aux plus favorisés et d'autres. Mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire ma voisine, en fait, je vais vous dire, moi, plus le temps passe, sincèrement, plus j'observe ce qui se passe dans les familles. Je le savais déjà, mais je suis confortée. Et puis, je me rends compte que, en fait, vous savez, ce qui fait la principale différence d'expérience scolaire, plus tard professionnelle, entre un enfant, un jeune de famille favorisée et un enfant de famille défavorisée, eh bien, je le résume ainsi. La principale différence, c'est le droit à l'échec. C'est-à-dire qu'un enfant de famille favorisée, lorsqu'il va tâtonner, lorsqu'il va trébucher, eh bien, il aura un environnement dans lequel, globalement, on sera bienveillant, on trouvera un moyen de le rattraper, de le tirer. Il n'a pas été très bon en maths cette année, c'est pas grave, on va lui donner des cours supplémentaires pour qu'il comprenne mieux, etc. Les enfants de familles défavorisées n'ayant pas cette chance-là, le système scolaire et les pouvoirs publics doivent veiller à ce que, l'échec ne signifie pas c'est bon, t'es rayé de l'histoire. On te relègue, on te met de côté. Pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance. Ce sera l'échec ad vitam aeternam. Or, les classes de niveau, c'est exactement ça. Parce que très vite, vous allez voir, c'est comme le redoublement, que les classes pour faibles, soi-disant, vont être essentiellement des classes socialement défavorisées. Vous allez le voir. Et que les faibles vont rester dans les classes pour faibles, d'une certaine façon, je mets des guillemets, pendant des années. Bien sûr, parce que dans les faits, ce sont dans ces familles-là que, on aura moins de remontées, parce que c'est moins dans les codes culturels, etc., des parents pour venir se battre au rectorat, auprès des chefs d'établissement. Non, il est hors de question que mon enfant aille dans ce groupe, etc. Donc très vite, vous allez voir que, ces groupes de niveau vont perdurer, contrairement à ce que dit la ministre. Ça ne peut pas être provisoire. On connaît le provisoire qui dure dans l'éducation. Vous imaginez, genre, tous les 6 mois, on va repenser dans quelle classe on mettait l'élève. Très difficile à organiser, par ailleurs, parce qu'il faut des profs, en fait. Donc, ça va durer, et 2, ce sera essentiellement des élèves de familles défavorisées. Et ce faisant, en effet, enfin, je veux dire, il faut s'imaginer, peut-être madame qui est professeure pourrait vous en parler mieux que moi, il faut s'imaginer un enfant, notamment à l'âge du collège, vous savez, qui est en recherche d'affection, en quelque sorte, qui se considère comme il se voit dans les yeux de son professeur. Si le message qui lui est envoyé, c'est tu fais partie des nuls en fait, mais laissez tomber la confiance en soi, le sens de l'effort, ça disparaît. Youssef Sohidi, votre travail, votre livre porte sur la ségrégation au collège. On sait déjà que collège par collège, l'inégalité sociale conduit à l'inégalité scolaire. Comment cette logique, elle va peut-être se zoomer au niveau de la classe avec cette hypothèse de groupe de niveau? Moi, le problème que j'ai pour répondre à ces questions, c'est que j'ai du mal à comprendre la réforme. C'est vrai que c'est compliqué d'aller voir. Mais alors, moi, la première réflexion que j'ai eue quand j'ai entendu parler de ce choc des savoirs, c'est que déjà, vous avez des établissements, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas que, qui sont extrêmement défavorisés socialement. Et donc là, dans ce cadre-là, en quoi consisteront les groupes de niveau? Puisque vous avez quelques élèves, bien sûr, qui sortent du lot en termes de niveau scolaire, mais globalement, vous avez une concentration de la difficulté sociale et scolaire dans certains établissements. Et pour les établissements qui sont mixtes socialement, le risque, c'est, pour des contraintes d'emploi du temps, etc., de faire des classes de niveau plutôt que des groupes de niveau qui ne se cantonneraient pas, du coup, au français et aux maths,
mais qui serait dans le cadre de l'ensemble des enseignants. Sachant que la communauté scientifique déjà est très critique sur les groupes de niveau, mais alors elle est encore plus critique sur les classes de niveau, c'est-à-dire c'est un peu un no way pour les experts de l'éducation. Il y avait une note de l'école d'économie de Paris où il y avait de nombreux chercheurs du Conseil scientifique d'éducation nationale, dont certains ont démissionné, Julien Grenet, Lise Ulry et Yann Alban, pour protester contre cette réforme, puisque dans la note qu'ils ont faite, ils montrent que les recherches actuelles montrent que ça n'est pas efficace ces classes de niveau, mais qu'il faudrait plutôt des groupes de besoins, ponctuels. Ponctuellement, et je suis d'accord avec vous, et surtout qu'en fait la mise en place de ces groupes de niveau vont amener en fait à la suppression en fait du tutorat qui est mis en place, du soutien, notamment dans certaines matières au Collège Courbet. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place dans tous les établissements pour organiser du tutorat et du soutien. On a du soutien en mathématiques à l'heure du déjeuner entre midi et 13h, et puis le travail par demi-groupe. Mais tout ça existe déjà. Comment vous voyez, vous, cette réforme? En fait, c'est ça qu'on a parlé de la science, et c'est ce que disent justement les sciences pédagogiques autour des groupes de niveau. Gabriel Attal, il nous dit c'est ça qui va marcher. Comment vous, on a vraiment là deux discours en fait complètement antagoniques. Pour nous, c'est une attaque sans précédent sur l'école publique, parce que ce que ça promet, c'est moins d'écoles. Donc ça ne fait pas de progrès. Pour les classes ça ne fait pas progresser les élèves. Tout à fait, parce qu'en fait, derrière, ce qui n'est pas dit, c'est que derrière cette réforme, c'est la fin du collège unique. Et du coup, une école qui est transformée en gare de triage social. En gare de triage social. Exactement, puisque nous aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les groupes de niveau, il y a aussi le brevet obligatoire. Tout à fait. En zone d'éducation prioritaire, on a 83% de réussite. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les 17% qui ne l'auront pas? Ils seront dans des classes de préparation, avec derrière, on sait, ça sera des voies de garage. Au mieux, l'enseignement professionnel, mais on sait dans quel état se trouve aujourd'hui notre enseignement professionnel, beaucoup moins de savoirs généraux que des stages et des filières, notamment dans le tertiaire, qui ferment. Et c'est déjà un lieu de ségrégation sociale, par exemple. C'est déjà un lieu de ségrégation sociale, pourtant c'est quand même un tiers de nos élèves. L'autre chose aussi, c'est à partir du CP, on va essorer nos élèves avec des évaluations tous les ans. Parce que le choc des savoirs aussi, c'est la mise en place, dès le premier degré, de protocoles. En fait, nous, chaque année, on va mettre en place des protocoles de manière à répondre aux évaluations. Et donc, on va apprendre nos élèves à répondre à ce qui est évaluable, quantifiable, à savoir des items. Donc, c'est pas de la compréhension fine, c'est pas de la réflexion. Pas du tout, c'est répondre aux items. Ça va être un peu la commande vocale. Item 1, item 2, item 3. Et ça sera CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Pour nous, c'est inacceptable. On va devenir des exécutants, on va exécuter des protocoles et on va plus devenir des artisans. Alors que la pédagogie, pour nous, c'est l'outil de travail. Vous dites qu'il y a une perte de sens du métier, en plus de toutes les pertes de sens récentes dues aux coupes budgétaires, dues aux conditions d'organisation. Exactement. Et il y a un exemple à ça, c'est que quand moi j'ai commencé, donc c'était il y a 13 ans, il y avait un mot tabou dans le métier. C'est le mot démission. Aujourd'hui, il n'y a pas un collègue qui ne connaît pas quelqu'un, soit qui est en train de démissionner, soit qui a démissionné, parce qu'on n'a pas signé pour ça. Quand même une toute petite question peut-être pour les uns les autres. Je pense que pour le bon sens populaire, la question des groupes pour répondre à des problèmes de niveau scolaire, ça paraît quelque chose d'assez lisible pour l'opinion. Et donc je ne suis pas sûre que ça soit très clair, même pour les gens qui nous regardent, que le fait de mettre quelques élèves qui ont des besoins particuliers dans un groupe ne soit pas une bonne idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous par exemple qui avez, je pense, côtoyé la communauté scientifique, qui a côtoyé le monde enseignant, le monde de l'éducation nationale, pourquoi de votre expérience ça vous paraît être une mauvaise idée? Alors d'abord il y a un sujet, pardon, mais on ne peut pas ne pas le traiter, c'est le manque de confiance dans ce gouvernement sur les questions éducatives. C'est ça, je pense, qui fait qu'on rejette avec cette violence-là. De confiance préalable. Oui, on n'a pas confiance dans ce gouvernement. Pourquoi? Je vais vous en donner une illustration très simple. Vous dites, en effet, des groupes de besoins, au besoin, ça peut être utile. Vous vous souvenez qu'on avait un dispositif qui s'appelait plus de maîtres que de classes? Ça consistait en quoi? Plus de maîtres que de classes, qui était plébiscité par les enseignants, par les parents, par les élèves. Ça consistait en quoi? Ça consistait dans une même classe, donc on ne sépare pas les élèves, à avoir un maître surnuméraire supplémentaire qui
régulièrement prenait en petits groupes ceux qui avaient plus de mal pour les faire rattraper leur retard. Qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement quand il est arrivé en 2017 ? Première mesure, il l'a supprimé. Pourquoi ? C'était plébiscité. La science disait que c'était très bon. Il y avait des recherches qui suivaient le truc et qui disaient que c'était très bon, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, parce que ça les faisait sortir d'une espèce de solitude. Ils étaient parfois à deux. Le deuxième enseignant surnuméraire portait un regard sur l'autre, et du coup, ils en discutaient. Donc, c'était même un moment de formation continue, car l'enseignant surnuméraire était généralement plus expérimenté. Pourquoi il a supprimé ça ? Donc, si vous voulez, on n'y croit pas. Donc, malheureusement, moi, quand je vois la vidéo de Gabriel Attal, et y compris d'ailleurs la véhémence qui est la sienne pour dire « je tiendrai bon, non, les élèves faibles ne doivent pas retarder les élèves forts », je vois un discours guerrier, je vois pas du tout un discours de bienveillance à l'égard des élèves faibles qu'il faudrait aider. C'est ça le problème. Je dirais même méprisant, en fait. Et donc, ça met en doute, Youssef Souedi, sur la question de Mathilde, vous êtes d'accord avec, je sais pas, ce que dit Najat Vallaud-Belkacem, il y a cette idée que finalement c'est un projet qui va, comme le disait notre invité, accélérer le tri social ? Alors, c'est probable, mais pour moi, en fait, si vous voulez, ça cache un problème plus fondamental qui est, encore une fois, que s'il n'y a pas d'enseignants, et l'attractivité du métier d'enseignant, s'il n'y a pas d'enseignants, de toute façon, vous pouvez faire des groupes de niveau, les élèves n'iront pas en classe. Parce que là, c'est la question concrète dans beaucoup d'établissements, c'est-à-dire où sont les enseignants pour faire ces groupes de niveau ? C'est la question qui se pose aujourd'hui, ça s'arrache en les cheveux. Alors, il manque des professeurs et il faudrait doubler en fait le nombre de professeurs pour pouvoir mettre en place ce groupe de niveau. Donc mathématiquement, ça ne marche pas en fait. Mais Gabriel Attal a dit qu'il allait embaucher de nouveaux enseignants, mais en même temps, on sait qu'on a des coupes budgétaires de 700 millions d'euros qui arrivent dans l'éducation nationale. Par exemple, peut-être une chose qui était bien, qui était de dire que pour les élèves les plus en difficulté, on limiterait les effectifs à 15. Cette limite-là, elle a sauté, en fait, dans la circulaire qui a été produite. Je voudrais vous relancer sur le titre même de votre livre, qui rejoint celui de Najat Vallaud-Belkacem. Vous employez le mot de risque de sécession scolaire, pour bien comprendre qui fait sécession. Parce que dans le discours général, on nous dit plutôt que les séparatistes, ce sont plutôt les élèves des collèges dont on parle, et pas d'autres. Donc pour vous, qui fait sécession et quel est le risque de sécession ? Alors, c'est un mot fort quand même. La sécession, ça rejoint le fait que vous avez des établissements qui se polarisent selon leur composition sociale. Et notamment, vous voyez le fossé dans le recrutement social entre le public et le privé qui s'aggrave depuis 2 décennies. Alors, j'ai du mal à répondre à la question qui fait sécession, parce que je vous répondrai les familles socialement favorisées de manière générale. Mais en fait, elles sont dans un système qui les incite à faire ces choix-là. Un système où, par exemple, vous habitez à proximité de 2-3 collèges, et vous savez que vous pouvez, via les dérogations, via la scolarisation dans le secteur privé, éviter votre collège de secteur. Et donc, cette question-là, elle se pose aux familles. Et alors, je crois que c'est vous je vous ai entendu dire il y a quelques jours, on demande aux parents de choisir entre être bons citoyens et être bons parents. Et que forcément, dans ce dilemme-là, c'est les bons parents qui... Et donc c'est plutôt le système qui impose aux familles ces choix cornéliens. Et vous, Najat Vallaud-Belkacem, le titre de votre livre, je l'ai dit, qui était assez proche, c'est Le ghetto scolaire. Et en fait, votre livre, il commence par les émeutes urbaines de l'été dernier. Vous dites pourquoi certains jeunes ont attaqué précisément les écoles qui sont théoriquement le lieu possible de leur émancipation. Vous dites parce que les inégalités scolaires n'ont jamais été aussi grandes et parce que finalement, ils ne croient plus aux promesses de ce système éducatif, entre autres explications. Oui, en fait, on commence le livre de façon délibérée, en effet, en remontant aux émeutes de juin, pour parler d'un des effets de ce séparatisme scolaire. Et j'en profite pour vous dire que le séparatisme scolaire, évidemment, les ghettos, c'est pas simplement ceux sur lesquels on a les yeux rivés tout en bas, c'est aussi ceux qui se créent tout en haut et qui fabriquent ceux de tout en bas, c'est évident. Donc l'entre-soi du haut, l'embourgeoisement du haut fabrique le ghetto scolaire du bas. Mais bon, on est parti des émeutes de juin pour parler d'un des effets de ce séparatisme scolaire qui est le ressentiment, la notion de ressentiment. Il y en a d'autres, des faits, mais celui-là, il faut qu'il attire notre attention sérieusement. Ça n'est plus possible de continuer à installer un tel ressentiment chez tant de jeunes qui, de là où ils sont, dans les établissements qu'on évoquait tout à l'heure, avec le plafond qui se casse la gueule, avec des enseignants de physique-chimie qui sont absents pendant 1 an, alors que c'est l'enseignement de spécialité qui va valoir coefficient 18 au bac avec la réforme Parcoursup, avec la réforme du lycée, et qu'ensuite, avec Parcoursup, ça va leur bloquer l'accès à leur choix. Bref, donc ces élèves qui sont dans ces établissements-là,
Ils entendent parler de méritocratie, de sens de l'effort, etc. Et ils voient à quoi ressemble la scolarité dans d'autres lycées plus huppés, plus privilégiés. On a beaucoup parlé de Stanislas ces dernières semaines, mais au-delà, certains lycées publics. À votre avis, ils en pensent quoi ? Ils pensent quoi des promesses de la République, de liberté, égalité, fraternité, etc., mérite ? Eh bien, ils pensent que tout ça, en fait, ça n'a absolument aucun sens, qu'on se moque d'eux, qu'on les méprise. Et je ne dis pas que ça se traduit systématiquement par des écoles qu'on brûle, mais je dis que les observateurs me semblent surprenants d'être à chaque fois étonnés de voir une école attaquée au moment des émeutes, alors que, en fait, le signal qui est envoyé dans ces cas-là par les jeunes, c'est ce lieu qui devrait être le lieu de notre émancipation et le lieu de l'enterrement de nos espoirs. Louise Petrosa, vous vouliez réagir ? Oui, et revenir sur les conclusions de ce qu'on appelle le rapport PISA, donc le programme international de suivi des acquis des élèves, qui a quand même plusieurs conclusions qui ont été un peu mises sous le tapis par le gouvernement, et notamment par M. Attal, le jour où il a fait ses annonces du choc des savoirs, qui était aussi le jour de la publication des résultats. La première chose, c'est qu'on est un des systèmes les plus inégalitaires. La deuxième chose dans les préconisations, c'est surtout pas de groupe de niveau. Ça, c'est dans les préconisations de PISA. Et dans ce système inégalitaire, il y a surtout un décrochage des élèves les plus faibles. Et c'est vraiment ça qu'a mis en avant le rapport PISA. Nous, le 93, on est le département où on a les plus grandes difficultés en français et en maths d'Hexagone. Ça, c'est le rapport parlementaire qui est sorti en décembre dernier, qui le met en avant. Donc pour nous, c'est particulièrement criant. Donc on a un état de l'école aujourd'hui dans le 93 qui est vraiment le symbole d'une politique qui est au service des riches, au service donc de cette sécession aussi scolaire, de ces profits individuels, d'un système qui repose sur les profits individuels. Et c'est contre ça qu'on se bat. Nous, on se bat pour la satisfaction de tous, et en premier, ceux qui ont le plus de besoins, à savoir nos élèves. C'est quoi la solution pour la mixité aujourd'hui ? Vous l'abordez tous les deux dans votre livre, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue aussi si vous le souhaitez. Vous avez tenté la mixité avec des expérimentations quand vous étiez ministre. Donc, quelles sont les solutions ? Vous disiez il faut faire des choses très concrètes, en dialogue, et ça peut potentiellement marcher, donc le généraliser, c'est ça que vous proposez. Vous, Youssef Souidi, quel est qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Là, on fait un constat très déprimant quand même sur ce qui se passe. Pour la question de la mixité sociale, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, tout d'abord, c'est une question qui n'est pas facile. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on vous a invité pour y répondre. Mais, comment dire ? Par exemple, là, on a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis, et puis probablement que dans la conscience collective, le 93, c'est un territoire très homogène. En réalité, vous avez de la diversité sociale en Seine-Saint-Denis, et vous avez une dizaine d'établissements en Seine-Saint-Denis qui font partie des 10% les plus favorisés à l'échelle nationale. Cette dizaine d'établissements, c'est quasi exclusivement du privé. Vous avez un public là-dedans. Et donc, pour moi, quand même, la question de l'enseignement privé, elle est primordiale, dans le sens, d'une part, que les études récentes montrent que le fossé s'est creusé, comme je le disais tout à l'heure, dans le recrutement social entre les établissements publics et les établissements privés. Et d'autre part, parce que l'enseignement privé, il a été créé dans les années 50, enfin sous cette forme actuelle, l'enseignement privé sous contrat, dans une situation où ça répondait à une question de guerre entre la République et l'Église, où certains parents avaient cette conviction-là de ne pas vouloir confier ses enfants à l'école de la République. Et en fait, aujourd'hui, c'est une question qui n'est plus du tout dans les débats. Et donc, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'enseignement privé garde ces privilèges de pouvoir sélectionner ses élèves notamment. Najat Vallaud-Belkacem, les expérimentations locales qui ont été impulsées quand vous étiez ministre, elles ne se sont pas massifiées. Ça reste d'une certaine manière des expérimentations, un peu comme des rats de laboratoire. Pourquoi ne pas avoir une impulsion nationale ? Qu'est-ce qui bloquerait cette impulsion nationale ? Parce qu'on parle beaucoup du privé, et je pense que c'est très important de noter la ségrégation sociale entre le public et le privé, mais ça masque la ségrégation sociale à l'intérieur même du système public. Et le public scolarise encore 80% des élèves. Donc voilà, qu'est-ce qui manque pour faire sauter ce verrou, pour que le public aussi prenne sa part ? Moi, je dirais que d'abord, il faut avoir conscience de ce qu'il n'y a pas systématiquement un intérêt politique considérable pour ces sujets.
Vous avez même eu des résistances très fortes quand vous avez lancé ces expérimentations. Mais même au-delà des gens qui manifestent dans le 18e arrondissement en disant on ne veut pas, parce que si on veut plus de mixité dans notre quartier, dans notre école de quartier, ça va faire baisser la valeur de notre immobilier. Nos appartements, absolument. Mais même avant moi, je veux dire, moi, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai regardé concrètement ce que d'autres ministres avant, de différentes formations politiques, etc., avaient pu dire, faire sur le sujet. Le sujet de l'absence de mixité sociale, il date pas d'il y a 10 ans. Enfin, je veux dire, il s'est creusé depuis un certain temps. Il aurait dû alerter un certain nombre de responsables politiques. Donc, le premier constat que je fais, c'est que ça n'intéresse quand même pas grand monde. Moi, même pour vous dire les choses encore plus franchement, je me dis, quand on est passé par le ministère de l'Éducation, parce que quand on est ministre, on a cette chance inouïe de pouvoir se déplacer dans plein d'établissements scolaires de France, de voir tous ces sujets d'allocation des moyens, etc., on se rend très vite compte qu'il y a des inégalités crasses et de la ségrégation sociale et scolaire. Donc, normalement, on doit être complètement obsédé par ça. Et honnêtement, je l'étais. Eh bien, je suis très étonnée parce que finalement, peu de ministres de l'Éducation, quand vous y réfléchissez bien, ont été obsédés ou à la sortie de leur ministère vous ont dit en fait c'est ça le vrai problème. Ils ne sont pas obsédés par le résultat PISA en fait. Oui, mais en fait c'est ce sujet-là qui vraiment devrait nous empêcher de dormir. Donc ça c'est le premier sujet, c'est y a-t-il un intérêt Voilà. Deuxième sujet, quand on en a vaguement parlé en termes de politique publique dans les années qui précédaient, ça a toujours été avec une espèce de manque d'imagination puisque finalement c'est systématiquement la mesure uniforme jouant sur la carte scolaire qui était agitée. Honnêtement, soit par la droite, soit par la gauche, évidemment pas dans le même sens. La droite cherchant à assouplir la carte scolaire, Sarkozy disant les familles devraient être libres d'eux, avec comme résultat une surségrégation des établissements scolaires, puisque quand les familles qui pouvaient partir partaient, les autres restaient entre elles. Et du côté de la gauche, il faudrait rigidifier la carte scolaire, pas possible d'obtenir des dérogations, etc. Il faut respecter la règle, sauf que du coup, vous emprisonnez les destins. Donc en fait, cette mesure uniforme de carte scolaire, qui manquait d'imagination, c'était la seule qui était utilisée jusqu'à présent. Et à partir de 2015, c'est pour ça, ça a l'air d'être peu, vous avez raison, des expérimentations, mais la vraie nouveauté, elle réside dans le fait que je vais demander, puisque c'est au collège qu'on s'adresse, enfin on veut changer l'absence de mixité sociale dans les collèges, je vais demander à tous les départements de bien vouloir faire des choses à l'échelle territoriale, évidemment accompagnées par nous, par le ministère, en leur disant voilà un panel de possibilités, de solutions pour faire plus de mixité sociale. Fusionner des collèges, en détruire, en reconstruire, enfin il y a plein de solutions possibles. Choisissez celle qui va bien avec votre territoire, votre géographie, votre histoire. Mettez-la en place, on va l'accompagner, y compris avec des moyens, on va mettre en place une évaluation scientifique, etc. Il y a 82 territoires qui vont se lancer en 2015. Je vous assure que j'avais pris mon bâton de pèlerin et j'étais vraiment allée voir tous les départements pour obtenir ça. Et qui vont commencer à les mettre en place, ces expérimentations, qui vont être suivies et évaluées par des chercheurs, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est les résultats qui sortent enfin au printemps 2023 et qui sont franchement très positifs. Pour répondre à votre question, si après 2017, il y avait eu la même impulsion politique nationale sur le sujet, l'idée, c'était évidemment que ce ne soit pas simplement ces quelques dizaines de territoires, c'est que tous les territoires de France, à leur tour, fassent quelque chose sur le sujet. Mais comme ça a été arrêté en plein vol, il y a plein de villes, par exemple, comme Nantes ou Rennes, qui, après 2017, ont voulu se lancer elles aussi, pour faire ces expérimentations et qui ne l'ont pas fait. Comment vous voyez la question de la mixité sociale ? On a parlé du public, on a parlé aussi un peu déjà du privé, donc peut-être venez-nous-y, parce que vous avez quand même un discours, vous aussi, y compris en tant que CGT Éducation, très fort sur cette question du privé. Donc la mixité sociale, pour vous, on fait comment ? Nous, ce qu'on constate dans les débats, c'est que souvent, quand on parle de mixité sociale, c'est pour dire aux classes populaires qu'elles ne devraient pas être ce qu'elles sont. Très souvent. Ce qu'on constate aussi, c'est que nous, on n'a pas le temps. Parce qu'en fait, là, on a un problème de moyens qui fait qu'on a des plafonds qui nous tombent dessus, qu'on a des rats, qu'on a des problèmes d'humidité à tout niveau. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un poste de dépense dans le budget d'éducation qui a augmenté, c'est l'enseignement vers le privé. Donc, c'est-à-dire que nous, on est sous-financé, c'est le rapport parlementaire qui le met en avant. Par contre, l'enseignement privé, il capte de plus en plus d'argent de l'État et ça entraîne ce qu'on appelle un exode vers le privé qui est pour nous inacceptable. C'est 6 000 € l'argent de l'État versé pour un écolier du privé. Nous, ce qu'on demande dans le 93, c'est à peine 1 000 € parce qu'on a 325 000 élèves. Donc, les 358 millions du plan d'urgence qu'on demande aujourd'hui, maintenant, sans délai, eh bien, c'est à peine 1 000 €. Et par rapport aux problématiques locales, je reviens sur Marseille parce que je pense que c'est intéressant
intéressant à Marseille. Marseille, c'est 400 millions que l'État a mis sur la table, cash, pour la rénovation du bâti. Problématique locale avec une seule logique. Ville très pauvre, bâti délabré, moyens exceptionnels. Nous, on est à l'échelle d'un département. Et on a un département hors norme parce que 22% de la population, elle va dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Donc on demande cette enveloppe exceptionnelle, on demande aussi cette même logique pour nous, l'éducation du 93. Vous vouliez réagir? Oui. Alors tout à l'heure, je disais que c'est une question difficile, je n'ai pas précisé pourquoi, mais pour plusieurs raisons, mais certaines choses que vous avez dites, Mme Vallaud-Belkacem, m'ont fait penser à deux choses, notamment. D'abord, c'est que c'est une compétence partagée entre l'État et les collectivités locales. Et donc, vous pouvez avoir les deux qui se renvoient la balle, un peu comme dans la rénovation des bâtiments ou le cas de Marseille dont vous parliez tout à l'heure. Et puis que l'impulsion nationale, elle est quand même importante dans les expérimentations qui ont lieu en 2016-2017. Ce qui s'est passé, c'est que l'éducation nationale a mis des moyens, notamment pour limiter le nombre d'élèves dans le 18e arrondissement ou à Toulouse, dans les classes. Et ça permet davantage d'acceptation de la part des familles. Et donc, cette impulsion nationale-là, elle est assez importante. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Louise tout à l'heure. En fait, nous, dans le 93, on ne demande pas l'aumône. On ne demande pas la charité. On veut juste, en fait, être alignés et avoir le même budget que les autres académies. C'est tout ce qu'on demande. Et aujourd'hui, on est loin du compte. On nous parle d'uniforme, mais on marche sur la tête. En fait, on a des urgences beaucoup plus graves. Mais oui. Ilham Panella, juste sur ce que vient de dire Najat Vallaud-Belkacem, elle dit finalement ce sujet de la mixité sociale provoque une forme d'indifférence politique. Je suis sûre que c'est pas le cas quand vous discutez entre parents, par exemple, parents élus, parents de... Oui, enfin non, moi personnellement, je vais pas vous mentir, je le ressens pas du tout. En fait, ce problème-là, que les élèves se ressemblent finalement trop dans certains établissements. Je ne le ressens pas en fait. Je parle de mon expérience. C'est-à-dire que l'établissement est mixte, c'est ça que vous voulez dire? Il y a une grosse mixité sociale. Oui. Je voudrais qu'on conclut cette émission sur la question de l'école privée qu'on a commencé à aborder. Youssef Souidi, en 2022, les écoles privées sous contrat, selon la Cour des comptes, c'est 7500 établissements, plus de 2 millions d'élèves. C'est près d'un élève sur 5. Au moment de l'affaire Oudéa-Castéra, on a entendu beaucoup de gens, de défenseurs de l'école privée notamment, mais pas seulement, nous dire arrêtez d'attaquer l'école privée d'une certaine façon, puisque en fait, il y a beaucoup de familles modestes ou de classes supérieures moyennes, qui mettent leurs enfants dans le privé pour leur donner des chances aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là et qu'est-ce que la question quel est le lien entre l'école privée et la production des inégalités? Alors, pour nuancer sur l'école privée, effectivement, vous avez des établissements privés. Stanislas, par exemple, c'est en plein 6e arrondissement, qui sont le reflet du quartier dans lequel ils sont implantés. C'est une partie de la vérité. Avec un sociologue, Hugo Botton, on a regardé à quel point on a des collèges qui sont proches géographiquement, mais différents socialement. Et ce qu'on voit, donc proches géographiquement, c'est moins de 15 minutes à pied. Ce qu'on voit, c'est qu'à la rentrée 2021, vous aviez 92 000 collégiens qui étaient scolarisés dans un collège très défavorisé, qui était situé à moins de 15 minutes à pied d'un collège socialement favorisé. Et généralement, c'est un collège socialement favorisé privé et un collège socialement défavorisé public. Et donc, il y a quand même une question d'établissements privés qui affaiblissent les établissements publics en les forçant à concentrer la difficulté sociale et scolaire. Ouais. Najat Vallaud-Belkacem, là encore, au moment de l'affaire Oudéa-Castéra, on a beaucoup entendu « Attention, ne ravivons pas la guerre scolaire ». J'imagine que c'est toujours ce qu'on vous disait comme ministre de l'Éducation nationale, puisqu'en effet, on sait que cette question est très sensible. Pour autant, dans votre livre, vous dites, vous faites le même constat que Youssef Souidi, finalement, et que toutes les gens autour de nous, c'est-à-dire de dire, en réalité, l'école privée, elle a beaucoup d'argent public et elle recrute les élèves qu'elle veut dans une grande opacité. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur la question de l'école privée ? Est-ce qu'on dit parce qu'on ne rallume pas la guerre scolaire, on ne fait rien, on ne contrôle rien? Comment vous voyez ça? Alors, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Youssef Souidi, parce que je trouve que c'est très important, il faut le comprendre. C'est-à-dire que, en fait, l'école privée telle qu'elle existe aujourd'hui, et contrairement à ce que certains pensent, elle n'accueille pas tant d'enfants de milieux modestes, de classe moyenne, pardon. Elle n'en accueille pas beaucoup en réalité. Il y a une étude là qui est sortie récemment qui vous a démontré comment ces 5 dernières années, l'enseignement privé avait gagné
5 points d'IPS, indice de positionnement social. Pour dire les choses autrement, l'école privée s'embourgeoise de plus en plus, sauf exception dans certains territoires, mais quand on regarde Paris, et d'ailleurs vous montriez tout à l'heure Julien Grenet qui disait attention, dans 10 ans vous aurez une majorité d'élèves parisiens qui seront dans l'enseignement privé, la réalité c'est que c'est un embourgeoisement, c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Marseille, c'est vrai à Lyon, c'est une évidence. Donc en fait, cette réalité-là du coup d'un entre-soi recherché et d'une sélectivité sur le cadre social de ces établissements est un problème en soi, puisque je le disais tout à l'heure, si vous avez des ghettos scolaires, c'est parce qu'il y en a tout en haut aussi, qu'on refuse de se mélanger, mais c'est aussi un problème parce que ça va impacter directement les établissements publics. Ça les impacte parce que, en effet, ça ne leur laisse, entre guillemets, que la difficulté ou les milieux sociaux plus compliqués, etc. Ça les empêche d'avoir le mélange qui serait tellement riche, d'accord ? Et deuxièmement, ça les impacte parce que ça les pousse eux-mêmes parfois à adopter les techniques du privé, à chercher comment attirer, y compris par le biais d'options, etc., mettre dans des classes à part, donner plus à des familles favorisées. Et donc on s'éloigne de la notion de service public où dans l'éducation, l'idée c'est pas de donner plus à des familles favorisées, au contraire, à la limite, ce serait plutôt de donner plus à des familles qui partent de plus loin, comme on l'a dit. Voilà, donc il faut, vous dites dans le livre, il faut moduler les financements, il faut contrôler davantage le privé, vous le dites, il faut le faire. Privé, il faut en effet absolument que les pouvoirs publics y mettent leur nez. D'abord parce que 75% de leur financement vient des pouvoirs publics. Hein, et encore, quand on y ajoute les collectivités locales, moi je pense qu'on est à plus de 80-85%. Quand même, c'est incroyable quand on y pense. Et donc, ok, il ne s'agit pas, comme certains disent, rallumer la guerre scolaire. Il ne s'agit pas de dire faut plus d'enseignement privé dans notre pays. Moi, je ne suis pas là. Mais il s'agit de dire, en fait, vous avez une mission de service public. Vous faites partie du service public de l'éducation nationale. Et donc, à ce titre, la loi, d'ailleurs la loi, à mon avis, de 2013 sur l'éducation devrait être modifiée pour mettre les pouvoirs publics garantissent la mixité sociale dans les établissements scolaires et pas veillent à la garantissent, donc avec des contrôles, avec des modulations financières. Et donc, il s'agirait de dire à l'enseignement privé, vous êtes concerné par ça. Donc, du coup, vous adoptez, comme on demande à l'ensemble des établissements de France d'adopter des mesures et des collectivités territoriales d'adopter des mesures, de reconstruire là où il faut, de détruire les établissements quand ça va plus, de fusionner, etc. L'enseignement privé doit être partie prenante. Sinon, le levier sur lequel on peut jouer, évidemment, c'est de moduler les financements publics qui lui sont versés. Peut-être le mot de la fin pour vous deux qui vous mobilisez en ce moment, Elisabeth Annoster. On a des discussions là sur l'école privée, mais là, vous avez dit, nous, on est dans une urgence. Est-ce que vous voyez cette mobilisation qui est importante, encore une fois? D'abord, est-ce qu'elle est assez, pour vous, soutenue ou assez visibilisée dans les médias? Est-ce que vous vous dites, Najat Vallaud-Belkacem nous parlait tout à l'heure d'une forme d'indifférence? Est-ce que c'est ça que vous vivez aussi, par rapport à l'urgence que vous décrivez? C'est nuancé, on a une certaine couverture médiatique, mais elle pourrait être, bien plus forte, en effet. Et quand vous dites c'est urgent, ça veut dire que là, vous dites si c'est pas maintenant, on va vers quoi, en fait? En fait, nous, on a une école qui est en hémorragie et faut le rappeler, et c'est particulièrement le cas dans le département, l'éducation, c'est le cœur d'une société. Nous, on a presque un quart de la population qui va à l'école. Donc, quand on maltraite l'éducation, en fait, on a une société qui est malade. Et dans le 93, c'est actuellement le cas. Donc, il faut revenir en arrière, il faut pouvoir sortir l'argent parce qu'on sait que la France n'a jamais été aussi riche. On sait qu'aujourd'hui, les aides publiques aux entreprises, sans contrepartie, hein, et je tiens à souligner, c'est 200 milliards, donc l'argent, il est là, en fait. Nous, on demande que 358 millions, c'est une goutte d'eau. Et donc nous, tant qu'on n'aura pas de bras en nombre suffisant, pas de chaises, pas de table, parce que c'est quand même 50% des établissements, hein, eh bien on va continuer de se mobiliser pour obtenir le plan d'urgence. Et je vous invite à soutenir notre mobilisation par un moyen direct, c'est la caisse de grève. Parce que nous, on veut aussi donner les moyens de durer, puis aussi on veut dire à notre ministère qu'on va durer, et que s'il joue la carte de l'épuisement, eh ben nous, en tout cas, on continuera, on ne s'arrêtera pas là. Iliane Pannella, le mot de la fin. Oui. Alors moi, je voudrais juste en fait lire un courrier, le courrier d'un élève en CM1 qui a écrit à Madame la Ministre. Et voilà, c'est un courrier qui m'a touchée et j'aimerais vous le partager. Je suis en CM1 au Lila et maintenant, je n'ai plus envie d'aller au collège à cause des groupes de niveau. Je n'ai pas envie d'être jugée. Je n'ai pas envie qu'on me dise que je suis nulle, même si c'est vrai.
Ce message est passé. Voilà, le message passé à Gabriel Attal. On a entendu le son tout à l'heure sur la justification des groupes de niveau. Merci beaucoup à tous et toutes d'être passés par cette émission. Cette émission, elle est en accès libre, vous le savez, donc seulement possible grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous. En ce moment, une offre à 1 € pour 15 jours pour découvrir Mediapart. À très vite.